Cher Mooker, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour cette session un petit peu particulière de conclusion filmée. Choix que nous avons déterminé puisque jusqu'ici vous avez eu un abord, une approche assez théorique et certains points nous semblent très importants de repréciser de façon à faire le lien entre les différentes interventions sur des points que, voilà, que nous n'avons pas pu introduire dans les différents chapitres. Je pense notamment à que faire de la parole d'un enfant qui vient nous révéler une agression. Jusqu'ici, on vous a détaillé un petit peu toutes les formes d'agression, toutes les formes de maltraitance, les signes d'alerte, les différents symptômes, mais on n'a pas pu aborder la parole de l'enfant. Donc, il y a un point très important qu'on a tendance à ignorer et qui concerne la révélation d'une agression. Je pense notamment aux agressions sexuelles. On identifie plusieurs façons de révéler une agression et notamment il y a une révélation par phases successives. Ça a été identifié dans la bibliographie par ce qu'on appelle le syndrome de Sorensen et Snow, plusieurs étapes en général, qui consiste à d'abord nier les faits, ensuite de tenter de révéler quelque chose, ensuite on revient sur ce qu'on a dit. Non, il s'est absolument rien passé, c'est pas vrai, j'ai dit ça, mais non. Et après une phase de révélation active. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça implique? Ça implique que fréquemment, lorsque un ado ou un enfant vient dire quelque chose, il est quand même dans une atmosphère de honte, de culpabilité, voire de menace. De menaces de la part de ceux qui exercent les maltraitances sur lui. On imagine bien que c'est très compliqué pour lui de révéler tout ce qui lui arrive, parce qu'il a quand même connaissance de tous ces risques. Donc, quand il essaye de dire quelque chose, très vite, il est rattrapé par la conscience de tout ce qu'il y a autour et il peut se rétracter. En aucun cas, la rétractation est un signe de mensonge. Ce qu'on peut entendre souvent d'ailleurs dans les procès. On entend les avocats dire « mais regardez, elle dit ça, puis alors après elle dit son contraire, et puis alors vraiment, comment est-ce qu'on peut croire ce qu'elle nous raconte ?» C'est fréquent, il faut le savoir, et ça ne doit pas remettre en question la crédibilité du discours de l'enfant, puisqu'il est toujours question de cette sacro-sainte crédibilité devant un enfant qui va nous faire des révélations. Alors ça, c'est un premier point. Un deuxième point autour de la parole, donc il y a cette phase de révélation directe, mais il y a aussi des phases de révélation indirecte, et notamment la confidence. Monsieur Guilherme a pu évoquer ça, et d'ailleurs c'est très important de pouvoir en parler parce que c'est à double tranchant. Récemment, j'ai eu en consultation une jeune fille de 16 ans qui a été victime d'agressions sexuelles de la part de son beau-père pendant une année. Et la seule personne à qui elle a essayé d'en parler, c'était son petit ami. Et souvent, et ça arrive, quand quelqu'un confie une agression sexuelle, il y a une phase comment dire, de sidération. Oh mon Dieu, c'est horrible ce qui t'arrive. Puis en même temps, après, te dire, ça dure un an, mais comment ça se fait que ça dure un an? Enfin, il y a un doute, on remet en question aussi la crédibilité et pourquoi tu t'es laissé faire pendant un an. Donc ça va amener ces espèces de différentes réactions de l'entourage, et notamment ce petit copain-là a été faire passer le message à tout l'établissement scolaire comme quoi cette jeune fille se faisait vulgairement, pardonnez-moi l'expression, je cite, sauter par son beau-père. Donc on imagine bien l'importance de l'école et de tout le corps enseignant et des équipes pédagogiques pour pouvoir justement stopper cette deuxième agression. Et cette jeune fille donc n'a pas pu réintégrer son établissement scolaire. Ça me fait penser aussi que parfois dans des situations de phobie, ce qu'on appelle aujourd'hui très vulgairement, en tout cas ce qu'on retrouve vulgairement appelé phobie scolaire, il faut toujours rechercher aussi un climat à la maison de violence conjugale, puisqu'il est question des violences conjugales comme forme de maltraitance. Les phobies scolaires peuvent être aussi des symptômes qui expliquent que l'enfant ne se sent pas en sécurité à l'école, parce que probablement qu'à la maison il se passe des choses dangereuses et qu'il veut veiller sur son parent. Ça arrive et c'est à rechercher. Parenthèse mise à part. Donc cette révélation de la parole de l'enfant,
quand nous sommes devant un enfant qui nous confie quelque chose, un autre point très important, c'est de ne pas chercher à mener une enquête. Et j'insiste là-dessus, puisque au sein de ce MOOC même, nous avons eu certains intervenants qui ont exprimé dans leur démarche que quand un enfant leur confiait quelque chose, ils s'assuraient, ils essayaient de vérifier l'authenticité de leurs propos dans la mesure du possible. Ce rôle ne nous revient pas. Nous sommes là pour recueillir, circonscrire la parole de l'enfant telle qu'il nous l'a apportée, essayer de chercher un faisceau d'arguments cliniques à travers les symptômes, en tout cas pour nous médecins. Pour ce qui est de l'école, tous les comportements effectivement satellites qui peuvent accompagner ces révélations, mais notre rôle n'est absolument pas de mener une enquête. Certainement pas, ni de questionner l'enfant, parce que plus nous allons l'interroger, plus nous risquons de la distorsion de sa parole, et c'est un véritable problème, puisque, notamment en matière d'agression sexuelle, il n'existe que 10% de preuves médicales pour corroborer l'agression. Donc dans la plupart des cas, les affaires d'agression sexuelle sont des affaires de parole contre parole, donc on imagine bien l'importance de préserver la parole de la victime dans ces situations. Donc on recueille et on cherche les différents symptômes qui pourraient nous mettre sur cette piste-là et on signale au moindre, dès qu'on a suffisamment tous les éléments pour le faire. Mais on ne mène pas d'enquête. Voilà, ça c'est extrêmement important et je pense que l'excès de zèle ici n'est absolument pas un service à rendre à l'enfant et ne vous couvre pas non plus parce que ce n'est pas vous que vous devez rassurer, c'est l'enfant que vous devez protéger. Voilà, ça c'était quelque chose qui nous paraissait extrêmement important de vous repréciser. À ce titre, juste après la fin de ma conclusion, nous vous avons mis en lien une toute petite vidéo, un spot sonore sur l'intervention du procureur Poiré qui raconte une situation justement qui a eu lieu à l'école et je pense que c'est important de pouvoir rebondir sur des cas cliniques pour pouvoir vous imprégner des différents écueils que nous pouvons rencontrer. Mais sachez que nous les avons tous rencontrés et que c'est aussi ça qui fait qu'aujourd'hui nous pouvons réfléchir et nous pouvons aussi être forts de certaines erreurs, hélas. En tout cas, quand vous êtes en proie à des doutes, surtout échanger, il faut que vous puissiez notamment avoir quelques médecins référents autour de vous. Il y a le conseil départemental met en place des cellules enfance en danger et normalement un médecin a des permanences là-bas. Vous pouvez l'appeler aussi pour vous guider dans les démarches de signalement, ça c'est très important. Il vaut mieux être accompagné que de se dire « j'ose pas le faire, je ne le fais pas » parce qu'en attendant c'est l'enfant qu'on suit qui est maintenu dans ce système. Et puis ne pas oublier que voilà, l'important est de soutenir l'enfant que vous voyez et de ne pas vous dire « bon ben il est en psychothérapie une fois par semaine, cet enfant, je vais pouvoir moi lui apporter de la rassurance, etc. » Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'un enfant, s'il vous confie quelque chose et qu'il rentre chez lui tous les soirs et qu'il se prend des coups ou qu'il subit des agressions, une psychothérapie à raison d'une fois par semaine n'est pas thérapeutique. Il faut bien évidemment intervenir. Ça vous paraît peut-être aberrant ce que je vous dis, mais en pratique, ce sont des situations qu'on a déjà vues. Donc, au moindre doute dans des situations extrêmes, quand vous êtes vous médecin de famille isolé avec une famille que vous connaissez bien, parce qu'on a bien vu que les agressions sexuelles touchaient tous les milieux, et notamment il y a un médecin qui a écrit un livre sur sa propre expérience de maltraitance pendant son enfance, et qui avait pu confier les violences faites par son père, qui n'ont jamais été entendues parce que impensables, vu que le médecin connaissait la famille, il était absolument impensable d'imaginer que le père pouvait faire ça à sa fille. Donc pendant toutes ces années, elle a subi ces faits. Et quand vous êtes devant une situation où vous êtes perdu, que vous avez le moindre doute et que vous ne voulez pas exposer aux parents ça, n'oubliez pas que vous pouvez faire hospitaliser l'enfant sous un prétexte déguisé,
Il ne s'agit pas de mentir, mais il s'agit de protéger l'enfant. C'est-à-dire que quand vous avez ces interrogations-là sérieuses avec des signes extrêmement alarmants, ne vous privez pas d'appeler les urgences pour dire voilà, en voix off, je vous adresse ce patient parce que je pense qu'il y a une maltraitance et je pense qu'un séjour de rupture hospitalier de protection pour mener l'enquête va permettre déjà de sécuriser l'enfant, de le protéger pour après qu'il y ait une autre observation qui vienne conforter et compléter la vôtre. Voilà. J'espère avoir pu clarifier certaines de vos interrogations. Des questions, il y en a évidemment plein. On n'aura pas le temps d'aborder sans doute toutes les dimensions très riches de ce MOOC. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire part de vos interrogations sur le forum, puisque nous sommes toute une équipe pédagogique à pouvoir interagir avec vous, en tout cas répondre à vos questions. Je vous remercie pour votre attention. La suite avec le tout petit enregistrement sonore du procureur. Merci à vous et bonne suite. Alors, ceux qui me connaissent ou qui ont l'habitude de m'entendre à Strasbourg savent que je ne suis pas un intellectuel et que j'adore raconter des histoires. Je vais commencer par vous en raconter une en préambule. Une histoire vraie. Je n'invente jamais les histoires que je raconte. Une petite histoire du Bas-Rhin. C'est un principal de collège qui, grâce à son service social d'établissement, apprend qu'une jeune collégienne est victime d'abus sexuels de son père, chez qui elle habite le week-end, parce que le reste de la semaine, elle est en institut spécialisé pour des problèmes psychologiques. La révélation intervient la semaine dans son institut. Le médecin fait un signalement qui mettra un certain temps, comme disait Fernand Reynaud, à parvenir au parquet. Et la révélation se fait aussi dans l'enceinte scolaire et la proviseure prend l'affaire très au sérieux, entend la jeune fille, prévient l'infirmière. C'est un vendredi, comme souvent, c'est un vendredi, et elle convoque les parents et remet cette jeune fille à ses parents en disant « On reprendra notre histoire lundi parce que je veux approfondir cette affaire ». Et entre-temps, début de semaine, le parquet, mon parquet, reçoit à la fois le signalement du médecin de l'Institut, enclenche immédiatement une enquête, et dans le temps de l'enquête, le signalement Éducation nationale arrive. Mais que croyez-vous qu'il advint pour cette jeune fille? C'est que les 2 jours de week-end à domicile, le père est repassé à l'acte. Et nous voyons en 2011 une principale ou un principal de collège poursuivi pour non-dénonciation de crime.